Et est-ce que vous avez eu ces 3 700? Jamais. Vous n'avez jamais eu cet argent-là? Alors, l'agence de recouvrement est allée chercher 3 711 $. Il l'a gardé dans sa poche. Le recouvrement, c'est bien sûr pour forcer les mauvais payeurs à payer. Mais il semble que ce ne soit pas toujours le cas. JA a découvert une agence de recouvrement qui s'est transformée en mauvais payeur en gardant les sommes qu'elle avait recouvrées. Recouvrement. Action de recouvrer, de retrouver. Qu'est-ce qu'il vous promet? Ah, qui est capable d'aller chercher, qui a collecté des comptes des États-Unis, puis tout partout. Ah oui? Ah oui. Puis c'est pas un problème pour lui, c'est très facile. Il me proposait de rentrer comme membre à sa maison, comme on va dire, sur l'agence, puis que ça coûtait 300 $ pour 2 ans. Puis lui, il me disait qu'il était capable de collecter, il n'y avait pas de problème. Puis il me chargeait 20 des recettes qu'il était censé d'aller chercher. Il m'offrait de l'avocat fourni, et puis qu'il y avait 20 seulement qui prenait de profit sur ma collection. Pas de frais de cours, rien de ça. Lui, il payait tout. Il nous demandait une cotisation de 600 plus les taxes. Oui. Ça faisait 667 et... 667 $. Oui. Agence de recouvrement, action de retrouver et de remettre à son propriétaire. Voilà ce qu'espéraient ces commerçants et des dizaines d'autres qui ont fait affaire avec l'agence de recouvrement Total, qui œuvrait sur le boulevard Tachereau à Brossard. C'est eux qui sont présentés ici. Monsieur Jean-Guy Ouellette s'est présenté ici un jeudi matin, et puis ils m'ont offert ça. Mais le monsieur, j'ai pas eu de doute, parce que le monsieur, il est très bien habillé, il a un beau char, il a une belle serviette flambant neuve. À l'heure où les difficultés économiques s'accumulent et où les dettes ne font qu'augmenter, voir un agent de recouvrement frapper à votre porte pour vous aider à récupérer votre argent peut sembler bien sûr alléchant. Beaucoup de comptes en souffrance. Beaucoup. Oui? Oui. C'est équivaut à combien à peu près? C'est ainsi environ une vingtaine de 1000 $ par mois. Mais madame. Il y a son numéro de permis, il y a ses numéros de taxes fédérales et provinciales. Je sais qu'il est, là. Il m'a chargé la taxe. Le chèque encaissé. 341 $ et 86. Ouais. Avec de telles garanties apparentes et surtout si on offre des références, aucune raison de douter de la bonne foi de l'agence. Il m'a référé des personnes comme un monsieur Brière de Prévost, puis un monsieur Paquette de Saint-Antoine. Puis c'est des personnes que je connaissais un petit peu. Puis je me suis dit, ah ben Caroline, si tu connais ces personnes-là, il n'y a pas de problème. Mais M. Léveillé a fait confiance et n'a pas pris le temps de s'informer auprès des dites références. Numéro de fax, oui. Ouais. Hors service. Ça, c'est hors service aussi. Téléphone, hors service. Oui. Et puis ça, c'est pas bon. Adresse sur le boulevard Tachereau. C'est ça. C'est pas bon non plus. C'est pas bon, non. Jean-Guy Jean-Guy Ouellette. Ouellette, c'est ça ici, sa carte. Vous voyez, il y a une belle carte. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez essayé de téléphoner à son numéro? Ah, beaucoup. Beaucoup. Souvent. Pas aucune réponse. Aucune réponse. Non. L'agence de recouvrement Total sollicitait ses clients, leur faisait signer un contrat de service moyennant de 3 à 600 $, plus un pourcentage sur l'argent recouvré. Je lui ai fait un chèque. Le lendemain, la banque m'a téléphoné. Le monsieur voulait faire certifier le chèque. Il a fait certifier le chèque, puis je n'ai plus entendu parler. Est-ce qu'il est parti avec des documents qui vous appartenaient? Oui. Des documents, là, comme les clients qui me devaient 600 $, il est parti avec les états de compte. L'agence de recouvrement Total a commencé ses activités en 1993. On y trouvait alors plusieurs actionnaires, mais ce sont les noms de Jean-Guy Ouellette, Pierre Boisvert et Jean-Maurice Bossé qui reviennent le plus souvent. Mais dès le début, on y trouve des dizaines de clients lésés par l'agence. En 1994, Mme Morissette avait fabriqué des meubles pour un commerce de Longueuil qui négligeait de la payer. Quelques mois plus tard, Mme Morissette apprend que l'agence de recouvrement Total a recouvré une partie de la somme due. La madame, elle a donné ce montant-là. Combien? 3 711,60.
Et est-ce que vous avez eu ce 3 700? Jamais. Vous n'avez jamais eu cet argent-là? Alors, l'agence de recouvrement est allée chercher 3 711 $. Il l'a gardé dans sa poche. C'est là que j'ai vu M. Boisvert, j'ai vu M. Ouellet. Oui. Puis M. Boisvert m'a certifié que le 26 mai, j'aurais mon chèque. C'est là que je ne l'ai jamais eu. Madame Morissette n'a jamais vu la couleur de l'argent qui lui était dû. Mais ce qui l'a véritablement choquée, c'est d'avoir reçu la preuve d'un remboursement par son client que l'agence de recouvrement total a encaissé. La chocolaterie. C'était pas une trosse après ça, hein? C'était pas une trosse. Le bailloutier UNC, là, c'est un chèque qui est fait à votre nom, Oui, ça? complètement. Ça nous revenait. Vous êtes allé en cours des petites créances? Oui. Vous avez réclamé pour 3 000 $. 3 000 $, puis ils n'ont pas fait aucune objection. Vous avez gagné votre cours? Oui. Et puis, par la suite, aujourd'hui, je viens de recevoir ce papier-là de la Cour des petites créances parce qu'ils sont plus là. Est-ce que vous cherchez le propriétaire? L'agence de recouvrement total? Eux autres sont inconnus au bataillon, partis bien raides, mais les propriétaires pourraient vous donner des renseignements. Oui. Le propriétaire de cet édifice de Brossard a lui aussi eu plusieurs problèmes avec l'agence de recouvrement total. Ils doivent à peu près combien? Oh, grossièrement, 5 mois de loyer. Et un beau matin du mois d'août dernier, Luc Poulin en a eu assez et a décidé de changer les serrures. L'agence de recouvrement total n'avait dès lors plus de bureaux. Depuis que leurs bureaux sont fermés, à plusieurs reprises, il y a des gens qui sont venus me rencontrer pour justement avoir plus d'informations sur ces gens-là. Je faisais affaire avec M. Jean-Guy Ouellet, M. Pierre Boisvert. Et M. Pierre Boisvert, il me semble qu'il y avait une deuxième identité. Certaines personnes le connaissaient sous le nom de Régent Leroux. J.E. a finalement retrouvé la trace de Jean-Guy Ouellet, le président de l'agence de recouvrement total. Et de toute évidence, notre visite n'était pas la bienvenue. Est-ce que M. Ouellet est là? Oui. S'il vous plaît. Pardon? Il ne veut pas me parler? Et un peu plus tard, au cours d'une conversation téléphonique, M. Ouellet acceptait finalement de nous rencontrer au bureau de TVA avec un certain Régent Leroux. Vous êtes M. Ouellet? Exact, oui. Bonjour. Vous êtes M. Leroux? Exact. Bonjour. Bonjour. Bizarrement, pour tous les clients de l'agence, ce M. Leroux avait emprunté une autre identité. Dans l'agence de recouvrement total, il y a un M. Pierre Boisvert. Qui est ce M. Pierre Boisvert? M. Pierre Boisvert, en réalité, c'est tout simplement que c'est un nom que j'ai emprunté, moi, pour travailler à la base du début. Est-ce que vous savez que c'est illégal, ça? Je l'ai su dernièrement. Et ce n'est pas la seule chose que Jean-Guy Ouellet et Régent Leroux ont emprunté. Ce permis de l'Office de la protection du consommateur n'était plus valide depuis janvier 1994. Ce permis-là était encore affiché au mur de vos locaux en août 1995. Oui, bien, il y a toujours resté affiché. J.E. a également appris que Régent Leroux et Jean-Guy Ouellet étaient bénéficiaires de l'aide sociale, en même temps qu'ils touchaient des revenus de leur agence de recouvrement. Là-dessus, là, OK, Monsieur Leroux aussi. aucun commentaire. Pouvez-vous m'expliquer comment on peut être bénéficiaire de l'aide sociale en même temps qu'on travaille? Comme M. Ouellet a dit, on a eu des directives de nos procureurs de même pas se représenter au rendez-vous. Mais comme la terre est pavée de bonnes intentions, messieurs Ouellet et Leroux aussi. Nous allons prendre nos responsabilités. On n'est pas des, comme j'ai dit, on n'est pas des bandits, OK? Ça veut dire quoi, ça? On est en train actuellement, OK, de tout mettre en œuvre pour que les contrats soient, OK, respectés. OK? OK. Il y a une autre entreprise. Aline Morissette, qui attend son argent depuis plus d'1 an maintenant, semblait plutôt sceptique face aux promesses de ses agents de recouvrement. Des promesses et des promesses, mais des promesses qui se réalisent jamais. Monsieur Leroux, quand vous faisiez des promesses à Mme Morissette, est-ce que vous étiez sincère? Absolument. Mais comment est-ce qu'un Pierre Boisvert peut être sincère quand il s'appelle en réalité Régent Leroux? J.E. vous a présenté il y a quelques semaines un reportage sur des techniciens qui ont travaillé pour le Festival Rock sans frontières de Québec sans être payés. Eh bien, bonne nouvelle, depuis la diffusion de ce reportage, les choses ont bougé et les techniciens ont reçu leur dû.
septembre dernier, l'Agora du Vieux-Port de Québec présentait le festival Rock sans frontières. L'événement n'attire pas autant de monde que prévu. Le bilan financier affiche un déficit important. Tous les groupes qui se sont produits sur scène ont été payés. Mais 22 techniciens n'ont pas reçu un cent pour les 4 jours de labeur. Il y a des jeunes qui se sont sacrifiés, qui ont couché dans le bureau, qui déjeunaient même pas. J'ai vu emporter des sous-marins, moi, pour nourrir les jeunes le matin parce qu'il n'y avait pas de déjeuner de prévu pour ces jeunes-là. Couché sur la scène, même. Sur la scène, il y en a qui ont couché dans des boîtes, on appelle ça des multicaisses, où on renferme l'équipement électronique parce qu'il y a du airphone dedans. Ils ont couché dans ces boîtes-là. Tellement qu'ils avaient la rage d'avoir besoin de dollars, de travailler pour aller chercher des scènes. Il y en a qui c'est pour payer leur début d'études. Ils se renvoient la balle chacun pour dire c'est lui qui paye, c'est lui qui paye. On va vous donner vos chèques dans une semaine. C'est sa tête depuis le mois de septembre. Morita est tombé un jour sur un document extraordinaire publié par les forces d'occupation américaines. Les 999 utilisations d'un magnétophone. Il s'en est inspiré puisque, dans une large mesure, il a été le stimulus de toute l'opération de la compagnie Sony. En prendre lecture est très révélateur. Voici quelques exemples. Les vendeurs ambulants peuvent l'utiliser pour enregistrer leurs rapports, leurs correspondances, leurs entrevues et leurs références de crédit. Celui que je préfère est ce que vous pouvez faire avec un magnétophone dans une animalerie. Enregistrer les rugissements du lion, les bruits que font les bêtes en général, le jacassement des singes, des perroquets. Pour nous, le magnétophone était une grande innovation, une grande invention. Mais pour les gens, il semblait être un jouet. Il fallait éduquer les gens, sinon notre produit ne valait rien. Nous n'aurions pas pu le vendre. Nous nous sommes rendus à la campagne, dans les écoles des villages, pour faire la démonstration de notre appareil et montrer aux gens l'utilité du magnétophone. Dans la course au développement de nouveaux produits à sensation, la miniaturisation devint chez Sony une partie importante de sa politique industrielle. Cependant, il fallait à la compagnie la plus récente des technologies. Le point culminant survint lorsque les dirigeants de Sony entendirent parler d'une invention américaine, le transistor. C'est lors d'un voyage aux États-Unis que Morita et Ibuka ont découvert l'invention. Il est intéressant de constater que ce sont les Américains qui détenaient alors le brevet du transistor. On a dit aux Japonais qu'il n'y avait pas encore d'application commerciale pour cette invention et qu'elle ne pourrait servir que pour la recherche ou la médecine. Alors Ibuka crut qu'il pourrait faire quelque chose avec le transistor et Morita savait comment l'utiliser. Il pourrait fabriquer un produit considéré jusque-là comme inutile, un appareil radio portatif, le TR-55. Dès le début, Sony s'est montrée l'une des compagnies les plus progressistes du Japon. Elle a intégré sa technologie, ses connaissances et son design. Le design n'a pas été appliqué à l'extérieur du produit comme certaines compagnies ont tendance à le faire au début de leurs opérations. Les petites radios transistors produites dans les années 50 étaient en quelque sorte portatives. Un adolescent, par exemple, pouvait la porter dans sa chambre et écouter sa musique pop en toute intimité, ce qu'on ne pouvait pas faire avec les appareils précédents. C'était donc un pas en avant en matière de concept, et puis ensuite, le produit est arrivé. Nous avons créé de toutes petites radios que nous avons appelées des radios de poche. Et nous avons essayé de les faire tenir dans une pochette de chemise. Nous avons tenté de les faire les plus petites possibles, mais la radio était encore trop grosse pour les pochettes de chemise. Alors, nous avons fait fabriquer des chemises à plus grande pochette que nous avons données à nos vendeurs. Quand les clients voyaient les radios dans les pochettes de chemise des vendeurs, je suis certain qu'ils croyaient qu'elles étaient portatives. Les radios de poche connurent un succès instantané. Sony avait lancé une mode. Depuis ce temps, Sony garde toujours l'œil ouvert sur le style de vie de la jeunesse du monde. Mais les années 70 furent l'époque de la musique qu'on trimballe sur la rue et des grosses radiocassettes. Vous savez, j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Quand je les voyais, ils écoutaient toujours de la musique. Quand ils marchaient, ils transportaient de gros appareils stéréo.
À la maison, il tournait le bouton de la grosse radio. Quand nous étions en voiture, il faisait toujours jouer le stéréo. Mais quand ils descendaient de la voiture, ils devaient transporter leur grosse radio sur leurs épaules. C'était lourd et bruyant. Alors j'ai pensé qu'on pourrait avoir une bonne sonorité stéréo dans un petit appareil et qu'on pourrait écouter la radio tout en marchant. Je pensais que c'était une bonne idée, puisque les jeunes ne peuvent vivre sans musique. それ前にこれはテープレコーダーと言ったんですね。テーププレイヤーってことはなかったんですですね。録音のできない機械なんて売れるわけがないと思ってたんですね。ところがこれは再生の機械として作っていますと非常にいい音がすると、どこでもこれはその音楽が聴けるんだと、しかも歩きながら何でもできるっていうことはですね、これは画期的なことだったんですね。しかしソニーは本当に言うとそれは分からなかった。売り出してみて初めて分かったんですね。しかも最初は売れなかったんですから。これが売れ始めたっていうのはこれを発売したら3ヶ月後だったんですね。だからそういう意味ではこれは我々が計画して非常に詳細なプランのもとにやったもんではなくて、やってみたら売れたんだというのが本当に言うと真相だと思うんですね。À propos de l'avènement de ce nouvel appareil, on a raconté plusieurs histoires. On a dit que les enfants de Morita faisaient jouer de la musique très fort à la maison et que Morita en a eu assez. Morita lui-même raconte quelquefois qu'il voulait écouter de la musique alors qu'il jouait au tennis. Ibuka voulait, paraît-il, profiter d'une meilleure qualité sonore durant ses voyages en avion. Je pense que la véritable raison est que vers 1978, chez Sony, les radiocassettes, qui rapportaient beaucoup d'argent, étaient l'affaire d'un secteur séparé de celui des enregistreuses. On les changea de secteur pour les intégrer au secteur des radios. Les compagnies japonaises structurent souvent leurs divisions de façon à ce qu'elles se fassent une féroce compétition. La fierté et l'honneur de la division des enregistreuses dépendaient d'elles. Il fallait donc un nouveau produit, ainsi naquit le baladeur. You are witnessing the ultimate miniaturization of the cassette player, the creation of microcircuitry, the smallest motor of its kind, the reinvention of the wheel. You are witnessing the birth of the Super Walkman from Sony. Never has so much genius been coaxed into so little space. Partout au Japon, on retrouve l'immense désir de fabriquer de toutes petites choses. À ma connaissance, c'est la seule culture dont une des formes poétiques est réduite à 17 syllabes, le haïku. La mentalité du haïku s'est vite répandue dans l'ensemble du pays. Les Japonais ont un concours. Il faut inscrire le plus grand nombre de caractères de l'alphabet sur un grain de sésame ou sur un grain de riz. Quelqu'un en a déjà inscrit 160 sur un grain de sésame. C'est une obsession, si vous voulez. Les Japonais pensent petit, mais ce n'est pas uniquement pour le plaisir de le faire. Le fait est en relation avec leur spiritualité, leur esthétique et leur morale, qui sont rattachés à la religion bouddhique, au pouvoir sur la nature, à la conquête de la technologie en tant que prolongement de la conquête de la nature, en quelque sorte, avec le besoin aussi d'être ingénieux et de contrôler les éléments environnementaux. にしてもね、家電製品などというのは実は大変な我が国の日本の伝統が中に染みているんです。例えば今皆さんご覧になられているこの幕の内弁当なんですけど、これは本当にもう華やかでたくさんのそのおかずがこの中にあります。つまり日本民族っていうのは欲が深い民族なんでしょうね。おごちそう一遍でたくさんいただきたいと、たくさんの種類のが食べたいと。だってそれをどうやって上手にその箱の中に収めたらいいかということで長いこと考えて、そこに一つの美意識を見出したんですね。で、よく私たちも旅行します時にこれが幕の内弁当が出てくるんです。こんなきれいな他に非常に単純にこう収められてるんです。それで、お客様がこう見てどんなのかなと思ってこの蓋をこう開けますとびっくりするような景色がこう目の前にこう展開されるわけですね。このウォークマンというのは体の中にこう入れたいですね。そしてそのあちこち自由に持ち歩きたいということです。つまり、このウォークマンの中には、テープが入ってそれで操作してさまざまな操作ができるということです。そして、持ち運びが簡単であると。でかつまた情報がたくさん入ってるわけですね。でそういう面では、この
幕の内弁当もたくさんの情報が入っていると。そして、この、お弁当も、持ち運びが非常に簡単であると、ね、それを置くのも簡単であると、そういう面でつながっております。でしたがって、このオークマンの心、たまたまこれ四角くなっておりますけれど、本当にもう、まさに、同じ心がここに通っていると。Les Japonais ont acquis de profondes connaissances en regard de la miniaturisation. Elle repose au cœur de leur culture depuis les bonsaïs jusqu'aux rocailles miniatures. Le principe de la miniaturisation est devenu une façon de vivre japonaise il y a 2000 ans, alors qu'on commençait à cultiver du riz importé du continent. La culture força les anciens nomades à s'installer sur les terres fertiles qui reposaient entre les montagnes et la mer. Cette contrainte apporta un effet durable sur la conscience des Japonais. Depuis lors, l'économie d'espace représente à la fois une nécessité et une vertu. Ce n'est pas par accident si aujourd'hui, ce sont les Japonais qui, au monde, sont les créateurs de produits complexes dans l'industrie de pointe, depuis les puces d'ordinateur, les appareils photo, jusqu'aux baladeurs. 大きな力を小さくして同じ力を持っているというところが盆栽の良さなんですね。でしたがってその自然にあるその景色風景をそのままこの小さくして風がねいかにも来るような感じがなっているというのは大きなものも同じ力小さなものを持っていると小さいけど大きなものと同じ力があるとスモールバットパワフルというようなね小さいけど力があると、そういうのが盆栽の良さなんですよね。例えば大きな電力会社電力の工場がありませんって買いのそれこのぐらいの電力工場ができてしかも、それだけの電力が出てくるとしたならばこれ素晴らしいことじゃないだろうかというようなそういう夢があってその夢が、いろんな製品ウォークマンでもそうですしそれからカメラでもそうですしまたこれはたまたまね私のデザインした、CD カセットのプレイヤーですけどこれとっても小さいんですけれどすごく低音も非常に強いいい音が出ますしこれだけの小さなものですけれどもう本当に大きな装置とはあんまり変わらないぐらいの力を持っているという、そういうところに盆栽の面白みそれから、幕の内弁当のなんていうんですかねその良さというのが発揮されているんじゃないかというふうに思っています。Il n'y a pas que l'aspect compact du baladeur qui a séduit les consommateurs. En transformant une petite boîte en un objet personnel tout à fait désirable, les designers de Sony ont porté beaucoup d'attention aux détails et à la présentation. Ils ont aussi rappelé quelques-unes des images de la culture artistique traditionnelle si riche des Japonais. で色ってやつは日本では昔からあんまりですねたくさんの色を使わなかった傾向がある。黒とか白とか赤とかそういう単純な色を使うと。だから我の製品に黒っぽいものが多いっていうのはそのせいなんですね。それがあります色的には。それともう一つあります。日本は畳マットとか障子とか襖とかそういったみんなが直線ですねストレートラインであるわけですね。でだからルイージ・コラーニさんみたいな三次曲線のことがなかなか得意ではない。だからその意味で製品というのはどうしてもこういった直線になってくる。例えばこれ一番最初のウォークマンなんですけれどもみんながこういった直線なんですね。しかしこれだけではまずいだろうということで最近はちょっとこういった少し膨らんでるとかこういったことを加えてきましたけれどもしかしそれにしても基本はそういうことでまず直線があって単純な色があってそれから小さく写るということがやっぱり日本人の一番のやっぱりそのデザインの根幹といいますかデザインの元になっているというかそれは言えるような気がいたします。On ne peut parler de design japonais sans parler de la cérémonie du thé. Leur rapport à l'objet et leur signification des objets découlent vraiment de ce rite. La base de la cérémonie du thé est le toucher, le sens du toucher. Vous devez prendre l'objet, le rouler dans vos mains avant de boire le liquide. Il y a une sorte d'engagement physique. La manière de toucher fait aussi partie intégrante de l'esthétique japonaise. Pour eux, il n'y a pas que le visuel, comme nous avons tendance à le faire, qui est important. Au contraire.
Ils vénèrent l'objet en quelque sorte, pas seulement de façon matérielle, c'est beaucoup plus que ça. Pour eux, l'objet a une signification. Il veut dire contrôle sur la nature. Il veut dire spiritualité. Alors l'objet est essentiel. Il est là, il est en relation avec vous, et ces rites mettent en valeur cette relation. On retrouve ce rapport à l'objet jusque dans le baladeur, alors que l'écoute de la musique est un rite dans lequel l'objet tient une place essentielle. La vénération à l'objet et cette merveilleuse approche face aux détails rendent le travail des designers et des agents de la commercialisation relativement plus facile. Chaque personne, japonais ou non, est attirée par ces objets. Ils provoquent réellement la cupidité, même si le baladeur ne vous intéresse pas. Peu de gens ne veulent pas toucher et sentir l'objet en question. Ils provoquent le désir de posséder. Ce désir nous renvoie encore une fois aux racines de la culture japonaise, au zen et au brio de la compagnie Sony. デザイナーっていうのはですね、要はみんなに一般に受けるコンスーマーに受けられることを考えるわけですから、例えばこういうのって、持ちたいとか触りたいとか、可愛いとか、そういったことってだんだん大事になってきたんですね。だからそういう意味で私たちはですね、要するに形がきれいだと、みんなが持ちやすいと、みんなが愛してくれるというデザインをしなきゃいけないということで、大きくデザインは変わってきたと思うんです。ウォークマンは従来10年経つんですけれども、このカセットテープを包み込む形としてこの四角い形でこの10年間来ました。しかし90年代の形をどのように探っていくかということで、この四角から例えばこういったような丸型のフォルム、こういうスタイルに展開できないかと。世界の丸に疑問はなんかよく出てますけど、何も全部カセットをね包み込まなくてもいいかなっていう感じもして、やっぱりだいぶ大きくなっちゃうかなっていうのがあって、こういった四角いタイプですとこういった角がありますね。ポケットに入れたとしても、こういったところが出っ張ってしまうと。これを少しでもメカを起こしながらこういったコーナーを取ることによって、よりその人間の体にフィットするといいますか、そういったフィットネスをキーワードにして次のウォークマンを提案していきたいと。En un certain sens, c'est mystérieux. Pourquoi ont-ils eu besoin de produire plus de 170 modèles différents? Je pense que la seule explication est le commerce. Ils doivent continuellement vendre leurs produits. Pour ce, il faut les retaper. Mais comment fabrique-t-on un objet quotidien? À cet égard, le baladeur de Sony est révélateur, puisque l'objet en soi n'est rien. C'est une toute petite boîte. Si vous voulez qu'il devienne un objet quotidien, vous n'avez qu'à prendre votre toute petite boîte et la modeler ou la styliser de façon à la rendre évocatrice, riche de connotations. C'est ainsi que l'objet de couleur pastel peut ressembler à un objet de la salle à dîner. Celui recouvert de chrome peut ressembler à une pièce d'équipement en métal de votre atelier ou de votre cuisine. La formule est simple. Le produit doit évoquer en quelque sorte quelque chose d'autre afin de le rendre attirant. Pour plusieurs Japonais, le baladeur n'est pas qu'un objet à la mode. Il est l'outil poli et indispensable qui sert à combattre le stress de la vie quotidienne en communauté. 例えば通勤で朝満員電車ラッシュアワーの電車の中でウォークマンをしている人がかなりいますけれども、それはイギリス人が新聞を広げて隣の人と関係を断ったり、あるいはカバンを前に置いて隣の人との関係を断ったりするのととても似ていると僕は思います。それはウォークマンをかけることによって自分の内側を音でいっぱいにして、そしてそれは意味からするとこういう音で囲まれた新しいシェルターを作って隣の人と接しないようにする。もちろん電車の中では体と体が触れ合ってるわけですけれども、そこに心理的に音の壁ができることによって自分はその自分だけの環境の中にいると、そういうふうにいい意味で言うと錯覚できるわけですね。On peut voir le solipsisme du baladeur comme une tentative pour la multitude de Japonais d'obtenir un peu d'intimité.
Mais on peut aussi le voir à l'occidental, à la façon du moi de Tom Wolfe, comme une sorte d'émerveillement. Comment apprendre aux gens à vivre les années 60 et 70? Les années 80 ont été très différentes. Les gens désiraient faire de l'argent et voulaient goûter à la futilité obsessionnelle et au fétichisme des produits. Le baladeur est une sorte de « je vous emmerde, j'ai ma musique, le reste, je m'en fous ». Nous étions au beau milieu d'un dîner. Curieusement, Andy Warhol avait un baladeur depuis son arrivée. Il ne l'a enlevé que quand il s'est assis. Son interlocuteur semblait détendu. Il portait un magnifique costume gris. Warhol lui disait qu'il était le New-Yorkais le mieux vêtu qu'il connaisse et qu'il aimait beaucoup son allure. J'ai peur d'imaginer ce qui s'est produit au cerveau d'une personne qui porte des écouteurs depuis 10 ans. Je pense que c'est comme boire régulièrement. Si vous buvez beaucoup, vous pouvez aussi vous retirer du monde qui vous entoure et dire « Wow, tout est extraordinaire ». Vous vous sentez drôlement bien. C'est tout comme se sentir parti, je suppose. Le baladeur vous donne cette impression. Si vous le portez longtemps et tout à coup vous l'enlevez, les effets ne s'arrêtent pas instantanément comme pour une radio. Je veux dire que votre cerveau ne vous appartient que quelques 20 minutes plus tard. Dans la vie, il y a des moments où l'on ne veut rien savoir de personne, où l'on ne veut pas écouter de discours moyenâgeux qui vous embêtent. Alors on s'enferme avec soi-même, et ces moments nous semblent faire partie de la vie, tout comme ceux où on dit « D'accord, bonjour le monde, je suis là, je suis prêt à vous écouter, à écouter mon voisin, sur le train, dans le métro ou ailleurs. » Le baladeur peut agacer certaines personnes. Je pense que les gens qui portent un baladeur ne nous aiment pas. Et c'est pour cette raison qu'ils sont portants. Ils vous ferment la porte au nez, ils ne veulent pas vous entendre. Vous ne pouvez pas leur parler. Alors, personne ne parle à personne dans le métro. Si vous le faites, on vous arrête. Mais si vous devez leur parler, si vous êtes malade ou vous vous trouvez mal, ils ne vous entendront pas et ils penseront que vous êtes fou. Ils ne veulent pas avoir de relation avec les autres. À mon avis, c'est un véritable fléau, surtout ceux qui mettent le volume très élevé. C'est une sonorité métallique qui irrite les oreilles des gens qui sont autour. On nous a signalé un haut taux d'insatisfaction parmi nos passagers. Mais maintenant, quand les gens se font embêter, la loi les protège. C'est-à-dire que quand quelqu'un embête les passagers, que ce soit par un baladeur, une radio ou quoi que ce soit, il enfreint la loi. Je pense que l'arrêté en la matière était devenu nécessaire. Quand le volume d'un appareil est très élevé, cela irrite même les oreilles de la personne la plus civilisée du monde. Cela a créé de bizarres incidents. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais pour les gens, mais au moins, nous apportons de la joie à ceux qui désirent écouter de la musique pour eux-mêmes. Le concept du baladeur ne changera pas. C'est un stéréo personnel, pas un stéréo pour la maison, pas un stéréo pour la voiture. Le stéréo individuel ne disparaîtra jamais. Jamais. À Droit de Parole, dans un instant, Anne-Marie Dussault accueille des employeurs, des employés et des experts pour faire le point sur les pertes d'emploi. Suivra à 21h la dramatique Marie et François. Un événement réussi. Depuis 20 ans, des centaines de personnes handicapées de la région bénéficient des retombées de ce Téléthon par le maintien de services qui améliorent leur qualité de vie. Les 27 et 28 janvier, soyons de la fête, car n'oublions pas que donner, ça fait du bien. Séparé de lui. Ou vivre sans lui pour continuer de l'aimer encore. Et
toujours plus. Le grand, le seul, le véritable amour, l'amour avec un grand A, c'est l'amour avec toi. Hey, coudonc, je peux te tutoyer? Enlever des préjugés, c'est ça. Pas bien facile à dire. Oui, mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu me choques des fois, Jeannette. Mais je t'aime pas. Jeannette, t'es mon école. Ouais, c'est bien parce que c'est Jeannette, parce que... C'est pas facile de dire ça. Tu m'as fait comprendre des affaires. J'ai tellement besoin de te parler. Pour moi, t'es Jeannette. Tout court. Les femmes étaient le